Good morning, everyone. Welcome to Marseille, to the conference on the socioeconomic benefits of espace littoral, coastal and marine protected in the Mediterranean. Sorry, because I'm just mixing my text in French and I start just saying to you, welcome in English, and I'm going to shift to the French, so I will allow the interpreters to do a better speech in the English version. Bonjour à tous et soyez bienvenus à cette conférence sur les bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés méditerranéens. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un dialogue sur la contribution des espaces littoraux et marins protégés au développement durable des territoires. Donc, on va voir des témoignages, des études de cas, des tables rondes, des groupes de discussion et d'exposition aussi, qui vont nous permettre de mettre un petit peu de lumière sur des différents outils, sur les connaissances, les expériences, aussi que les perspectives et les enjeux communs. Je dois dire que ceci n'aurait pas été possible sans nos partenaires. Vous avez vu toute la liste, c'est vraiment un succès pour Medpan de pouvoir travailler avec un nombre si grand d'institutions qui sont prêtes à collaborer, qui sont prêtes à travailler pour le même objectif. Mais bien sûr, ça n'aurait pas être possible sans l'accueil de la région et la ville de Marseille, qui nous permet aussi de faire justement cette conférence ici à la Villa Méditerranée. Donc merci à tous. Donc quand on pense aux objectifs de la conférence, vraiment c'est un temps d'échange, de permettre de croiser des regards pour avancer ensemble sur des choses que d'abord nous paraissent un petit peu opposées, mais qu'en fait ne le sont pas. D'un côté, on aurait la réalité du monde économique, de sa croissance, de ses dynamiques. De l'autre côté, on a la réalité de la nécessité de préserver les milieux marins et côtiers pour soutenir ces économies. Donc, jusqu'à l'instant, pour plein de monde, c'est en opposition, mais vraiment, pour ceux qui regardent le développement du point de vue du développement durable, ce n'est pas le cas. Si on pense même au concept de durabilité qui a été proposé lors de la conférence de Rio en 1992, on a déjà identifié en ce moment 3 piliers de ce développement durable, un pilier environnemental, un autre social, un autre économique. Mais aujourd'hui, quand on discute dans le contexte Medpan et même dans d'autres contextes aussi, et on regarde cette image de 3 piliers, on voit qu'on a un pilier qui est bien développé, celle de l'économie, un autre pilier qui est un petit peu plus affaibli, celui du social. Quand on va en Méditerranée, tout ce qui se passe en ce moment, c'est évident, la faiblesse de ce pilier. Mais encore un autre pilier qui est plus faible, point de vue de compréhension et acceptation sociale, c'est le pilier environnemental. Donc on est dans un système qui n'est pas équitable, qui pourtant n'est pas valide pour avancer. Notre regard, ça serait plutôt, je vous demande aussi d'imaginer pas seulement 3 piliers, mais d'imaginer une sorte de système plutôt pyramidal, où la base, ça serait la nature et les écosystèmes. C'est dans ce contexte d'une nature et des écosystèmes qui marchent bien qu'il y a des sociétés partout dans la planète, dont aussi en Méditerranée, qui peuvent se développer et qui établissent des liens et qui peuvent vivre grâce à ces systèmes naturels. Et après, c'est cette société qui invente à un certain moment. Dans la Méditerranée, depuis 10 000 ans, on a fait des échanges et des histoires qui ont mené après à établir des systèmes économiques. On a l'économie à nous. Mais cette économie n'a aucun sens sans une société. Il n'y a aucune raison d'exister sans des systèmes naturels qui permettent à la société de vivre et de se développer. Donc, si on change le regard, on voit vraiment que si on détruit la base, l'économie se détériore. Et ça, on le sait tous. Même les gens qui ne font que d'activités économiques et qui sont focalisés sur gagner de l'argent, ils savent que quand une ressource est finie, il n'y a plus de business là. Mais ils n'agissent pas en conséquence par rapport aux impacts de ce point de vue, de cette approche. Alors, la question qui se pose, c'est comment créer la reconnexion entre un monde économique et la nature. Ça peut seulement se faire en passant par la société. C'est juste là, au niveau social, où on prend les décisions qui vont nous mener vers un regard beaucoup plus positif pour les écosystèmes, ou justement continuer à faire comme jusqu'à l'instant. Il s'agit d'une responsabilité partagée de la gouvernance de ces milieux
naturels, dans nos cas, des milieux marins et côtières protégés. Et ça demande nécessairement l'intégration de différents secteurs. On ne peut pas le faire seulement des MEDPAN, on ne peut pas le faire seulement de la mairie de Marseille, on ne peut pas le faire seulement des ONG ou les entreprises. Ça demande vraiment de travailler tous ensemble. Et là, c'est absolument un lien avec des outils qui existent déjà dans notre société. Donc, le débat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la première qu'on a, hein. On a beaucoup parlé depuis des années dans notre région. On a même des outils comme la gestion intégrée des zones côtières. En Méditerranée, nous avons un protocole spécifique pour cet objectif. On a aussi plus récemment la planification de l'espace marin, mais aussi la planification de l'espace maritime. Souvent, on les voit en acronyme en anglais comme MSP, mais ce n'est pas la même chose quand on parle du marin que quand on parle du maritime. Dans les marins, on considère plutôt tout l'ensemble de l'écosystème. Dans les 3 dimensions, les maritimes, c'est plutôt dans l'activité humaine et surtout ce qui se passe en surface. Bon, pas seulement. Mais il faut faire attention parce que les approches qu'il y a derrière ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu faire un tour d'horizon des recherches qui ont été entreprises sur les bénéfices socio-économiques des espaces marins et littoraux protégés. Et pourquoi on a fait cette recherche? Qui est-ce qui l'a fait? Avec trouver des exemples illustratifs et aborder la thématique de la conférence depuis différents points de vue. On va voir le point de vue des gestionnaires des espaces protégés, mais aussi des acteurs économiques, dont la pêche, le tourisme, le développement local, mais aussi l'approche des entités publiques, des décideurs. Voilà, donc c'est de faire un petit peu le bottom-up du niveau local à un regard un petit peu plus régional. Mais c'est très important de ne pas oublier les valeurs peu palpables. Il ne s'agit pas seulement de l'économie, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Dans les sociétés, on a besoin de santé, on a besoin de bien-être, on a une valeur de patrimoine historique dans lequel nous reconnaissons dans nos origines. On a des valeurs culturelles, des traditions basées sur la nature. J'aime toujours poser l'exemple. Quand on regarde la carte de la zone la plus importante pour la biodiversité dans la planète, de la Méditerranée, ça serait un de ces hotspots, on voit toujours que si on met dessus la carte d'un indicateur de diversité culturelle, peut-être le langage, il y a presque 100% de chevauchement. Ça veut dire que la diversité de la culture humaine, c'est intimement lié. En fait, c'est une conséquence de cette diversité biologique. Donc, si on élimine la diversité culturelle, on va aussi éliminer les savoirs traditionnels des gens qui ont vécu là et qui ont géré cette biodiversité jusqu'au jour. Donc, on ne peut pas parler de diversité humaine, de diversité culturelle, sans parler de diversité biologique et des richesses naturelles. C'est les liens, c'est ça qui nous montre que nous, les humains, ne sommes plus qu'un petit secteur dans la nature, mais un secteur qui a une telle capacité de transformation et d'influence que vraiment, il faut que nous considérons aussi ce rôle que nous avons et cette responsabilité vers le reste de la nature. Donc, quand on regarde tout ça, il y aurait aussi encore les valeurs spirituelles. Je ne peux pas me tenir de mentionner la nouvelle encyclique que le pape François il a présentée il y a quelques jours. Ce n'est pas pour parler d'une seule religion, mais c'est un exemple de comment l'environnement concerne tous les niveaux de la société humaine. Et donc, c'est de tous les niveaux qu'on peut l'approcher. En regardant nos objectifs, nous, on va parler de territoires marins, côtières. Ce sont des territoires qui sont attractifs. Et cette attractivité, c'est ça qui va nous permettre, ou qui a permis, notamment dans les côtes méditerranéennes, un développement incroyable les dernières 50 ans. Mais quelle est la durabilité de cette attractivité dans les temps si on le transforme comme on connaît? C'est vraiment pas très durable, ce modèle. Tout ne peut pas être monétarisé. Certainement, la nature, c'est un bon cas. Le modèle économique basé sur la croissance et les PIB, est-ce que c'est adéquat pour la prise en compte du milieu naturel, sur lequel nous pourrons vivre? C'est évident. Non, c'est la réponse. Il y a 3 ans, non, il y a 23 ans, dans le cadre de la conférence de Rio de Janeiro, on a présenté cette
idée de développement durable, duquel je parlais il y a quelques instants par rapport à l'image visuelle. Mais il y a 3 ans, à Rio + 20, on est revenu sur les progrès qu'on a fait depuis l'année 92. Et c'était intéressant de voir que même le programme des Nations Unies pour l'environnement, il a présenté un indice vert pour mesurer la richesse économique, mais aussi le capital naturel des 20 pays les plus développés. Mais c'est évident que l'adoption de ces nouveaux types d'indicateurs est loin d'être encore acquise. Même les documents officiels approuvés pour les États, qui s'appelle L'avenir que nous voulons, dans ce document, il y a le paragraphe 38, inclut un point conceptuel probablement important dans le futur proche. Il dit qu'il reconnaît que le PIB n'est pas suffisant pour mesurer le bien-être humain et demande les différentes structures et partenaires de l'ONU de travailler dans un programme dans ce domaine et voir les initiatives existantes et avancer. Donc ça, c'est déjà très positif comme cadre contextuel. Mais bon, il ne s'agit pas d'un débat exclusif pour les chefs d'État participant au grand sommet de l'ONU, mais vraiment c'est un défi pour l'humanité et donc aussi pour les habitants de la Méditerranée. Moi, j'aimerais bien, quand on parle des indicateurs, vous faire revenir quelques minutes en arrière et regarder les images que vous avez vues des sourires. Je pense que si dans nos indicateurs on considérait le sourire, on aurait beaucoup plus de chances d'avancer vers une société durable. Donc c'est pour cela qu'on vous a mis ces images de bonheur, parce que c'est dans le bonheur aussi qu'on peut trouver de bonnes solutions. Mais bon, quand on parle de la Méditerranée, je viens de faire mention de niveau planétaire, mais aussi dans notre région, nous avons des contextes légaux qui sont intéressants et qui pourraient nous permettre vraiment d'avancer dans cette ligne. On a la Convention de Barcelone, les plans d'action de la Méditerranée, avec les KRSP, les plans bleus qui font partie des partenaires de ces conférences, mais aussi des autres centres qui s'occupent des questions économiques, de gestion intégrée des zones côtières. Et ce sont des opportunités, mais vraiment les limitations que toutes ces institutions politiques ont aujourd'hui pour agir sont des limitations très graves. C'est pour cela que nous pensons que faire bouger les choses du côté de la société civile avec des différents acteurs, c'est important. Il ne s'agit pas seulement d'avancer dans le cadre légal, il faut agir dans le cadre de l'action qui permet de changer les choses. Et donc, c'est dans ce cadre général et régional aujourd'hui que MEDPAN vous propose donc de concrétiser à notre échelle locale méditerranéenne. Donc, nous avons un petit peu ce rôle, d'un côté, bien sûr, de soutenir une bonne gestion des espaces protégés marins, mais aussi de faire un petit peu le rôle de porte-parole des gestionnaires des aires marines protégées face à toutes ces institutions. Mais surtout encore, de faire les liens, d'aider que se passent des choses qui, jusqu'à l'instant, était très, comment dire, anecdotique, et faire de cette anecdote de travail ensemble une quotidienneté qui puisse nous mener tous ensemble à avancer. Et donc, nous vous proposons de réfléchir tous ensemble à quelles questions on se pose encore et pourquoi. Depuis plus de 20 ans, on continue à se poser encore des questions équivalentes. Mais tout ce débat doit nous servir pour mettre en œuvre des actions concrètes. Et surtout, comment communiquer tout ça? Parce que vraiment, il y a beaucoup de littérature, mais cette littérature n'a pas à être assimilée dans notre comportement quotidien, dans notre manière de penser quand on fait des planifications, quand on fait des projets. Et il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette communication. Donc, on vous propose aussi de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à comment communiquer pour la prise en compte des espaces protégés dans les politiques publiques de développement durable des territoires. Mais aussi, quels sont nos points faibles de notre approche actuelle. Voilà, je vais vous montrer un petit point faible aujourd'hui, maintenant. On a fait une plaquette, on ouvre la plaquette et hop. Voilà, c'est un point faible, on pourrait dire c'est un petit chèque. Mais nous, on a l'habitude d'essayer de voir quels sont les points faibles, les échecs, essayer pas seulement de les contourner, mais de les faire virer à l'inverse. Quel est l'avantage de ça? Donc, je ne peux pas faire ça et dire, bah voilà, non. J'ai déjà déclenché l'intérêt à savoir qu'est-ce qu'il dit. Alors, ça m'oblige à prendre du temps. Et d'abord, peut-être je ne lirai pas toute la totalité parce que bon, nous avons bien mis de l'information, mais déjà, je vois une gestion des risques naturels efficace. Ah ben, c'est important.
un soutien actif de l'économie. C'est encore plus facilement reconnaissable comme important, et l'humain au centre du système. On peut faire des échecs, on peut faire des faiblesses, des éléments utiles pour la transformation. Et c'est ça un petit peu qu'on vous demande aussi. Donc je d'abord remercie, un très grand merci à tous les intervenants. Certains de vous, vous êtes venus de loin. Il y en a aussi certains qui n'ont pas pu venir en dernière minute. Je vais faire mention de Dimitri Zan, c'est un pêcheur grec que malgré leur motivation, il ne pourra pas être parmi nous. Mais bon, il y a, vous savez, la communication, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement par des papiers. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et quand les Méditerranéens, nous rencontrons, les échanges ils sont faits même parfois sans parole. J'espère que aussi l'envie de ceux qui ne sont pas aujourd'hui avec nous de participer, ça va nous arriver par d'autres moyens. Un merci à toute l'équipe de MEDPAN. Je ne vais pas vous raconter comment ils ont bossé pour organiser tout ça aujourd'hui. Et voilà, bon, je vous souhaite des échanges fructueux dans l'esprit de cet objectif de cette conférence. Mais je vous désire surtout que vous souriez. Ce n'est pas dans ce monde gris des grandes institutions internationales qu'on va avancer. Là, c'est le cadre. Mais nous pouvons nous permettre d'avoir un petit peu de couleur, de sourire et d'être contents autant que nous travaillons pour la protection de ces espaces littoraux et marins. Donc, vous allez voir la projection d'un petit film que je vous laisse découvrir. Et après, je inviterai un ami, Nicolas Girardin, dont nous sommes très contents qu'il ait accepté de nous accompagner aujourd'hui et qui vous proposera une introduction à la conférence. Donc, voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite un travail très, très, très intense, très productif, mais très enrichissant et, bien sûr, agréable. Donc, souriez.